Le choc. Plus de 2 millions de citoyens du Burkina Faso ont été secrètement surveillés par un réseau israélien d'espionnage technologique. Des fichiers de renseignement qui ont fuité, récemment découverts par les forces gouvernementales, ont révélé 17 installations secrètes opérant non seulement à l'intérieur du Burkina Faso, mais aussi dans toute l'Afrique de l'Ouest. Déguisés en sociétés de développement, en centres technologiques et même en groupes humanitaires, ces installations faisaient partie d'une vaste opération de surveillance numérique qui était passée inaperçue pendant près de 15 ans. Les documents révèlent que tout en signant des accords d'aide et en participant à des partenariats pour des séances photos, des agents étrangers cartographiaient des gisements de minéraux, interceptaient des discussions politiques privées et traquaient des citoyens ordinaires à l'aide de systèmes de reconnaissance faciale. Le réseau était directement lié à Tel Aviv et partageait ses découvertes avec des sociétés multinationales pour obtenir un avantage sur les gouvernements africains. Lorsque ces révélations ont été rendues le public, les dirigeants du Burkina Faso ont dû faire un choix, rester silencieux et préserver le confort diplomatique, ou agir de manière décisive et risquer un affrontement avec certaines des nations les plus puissantes du monde. Ils ont choisi d'agir. Ce n'est pas seulement un autre titre de presse africaine, c'est un tournant dans la manière dont un continent affronte l'ingérence étrangère dans son avenir numérique. La question demeure, si cela a pu se produire au Burkina Faso ou d'autres est-ce déjà en cours? Si vous pensez que la vérité compte plus que les gros titres, suivez cette histoire jusqu'au bout et partagez-la avec quelqu'un qui pense encore que l'Afrique ne surveille pas. 3 semaines avant les raids, le chef du renseignement national du Burkina Faso est arrivé au complexe présidentiel avec une chemise verrouillée, gris acier. Elle n'était pas marquée urgent, elle était marquée strictement confidentielle. À l'intérieur se trouvaient des documents collectés pendant des mois de surveillance secrète par les propres équipes de contre-espionnage du Burkina Faso. Emails et appels téléphoniques interceptés, registres financiers cryptés, images satellites haute résolution et mémos internes en plusieurs langues. Ce qu'ils ont révélé était alarmant. Un groupe de sociétés étrangères, dont beaucoup se présentaient publiquement comme des fournisseurs de technologies, des consultants en développement ou des ONG humanitaires, étaient en fait des opérations de façade. Leur but n'était pas de construire l'avenir du Burkina Faso, mais de le surveiller et de l'exploiter. Les dossiers montraient des gisements de minéraux cartographiés avec une précision extrême, stockés dans des bases de données cryptées à l'étranger. Des réunions de niveau ministériel enregistrées secrètement via une infrastructure de télécommunications compromise, des systèmes de reconnaissance faciale déployés sans l'approbation du gouvernement qui suivait les mouvements des citoyens ordinaires. Il ne s'agissait pas d'un espionnage isolé. Le dossier liait chaque opération à un réseau de renseignement israélien centralisé s'étendant de Lagos à Nairobi, avec des centres de coordination alimentant directement Tel Aviv. Encore plus dérangeant, ces réseaux partageaient leurs découvertes avec des sociétés multinationales, leur permettant de négocier des contrats miniers et d'infrastructures avec des informations privilégiées, forçant les gouvernements africains à accepter des accords désavantageux. Les implications étaient claires, chaque message intercepté, chaque carte d'identité scannée, chaque mouvement enregistré était une vulnérabilité stratégique. Cela signifiait que les ressources, la politique et même la vie quotidienne de la nation étaient sous un contrôle étranger silencieux. Pour les dirigeants du Burkina Faso, la violation était intolérable. La diplomatie ne pouvait pas effacer 15 ans d'infiltration discrète. Les protestations internationales seraient insignifiantes sans une action concrète. Le président et son conseil de sécurité sont parvenus à un consensus. Le réseau devait être démantelé d'un seul coup décisif. À 5 heures du matin, les commandants militaires ont été convoqués. Les ordres ont été donnés pour l'opération Clear Sight, une frappe simultanée sur tous les sites identifiés dans la capitale et au-delà. Les instructions étaient explicites. Pas de fuite, pas de retard, pas de pitié. Au lever du soleil, des véhicules blindés se sont mis en position cachée. Des brouilleurs de communication ont été déployés pour couper tout contact extérieur. À 7 heures précises, 17 cibles à travers Ouagadougou seraient touchées en même temps. Les dirigeants connaissaient les risques. Mais il s'avérait aussi que cela dépassait le Burkina Faso. Il s'agissait de la reconquête de l'avenir numérique de l'Afrique. Et ce n'était que le début. À 7 heures précises, les rues de Ouagadougou commençaient leur routine matinale habituelle. Des vendeurs installant des fruits sur les étals du marché, des motos se faufilant entre les premiers navetteurs, des enfants en uniforme se rendant à l'école. Mais sous cette surface calme, la ville était un échiquier de manœuvres précises. 17 équipes d'assaut, chacune avec des coordonnées et des objectifs spécifiques, étaient en position.
La première cible était un bâtiment élégant à façade en verre à la périphérie est de la capitale. Officiellement, il appartenait à un fournisseur de télécommunications qui se vantait de connecter l'Afrique au futur. En réalité, c'était l'un des centres névralgiques d'un réseau de surveillance lié à Israël. Des soldats en équipement tactique sont entrés sans tambour ni trompette. Les gardes de sécurité, non armés et surpris, n'ont opposé aucune résistance. À l'intérieur, l'atmosphère est passée du calme corporatif à la tension de la haute technologie. L'air était frais à cause de systèmes de climatisation surmenés qui préservaient des racks de serveurs. Des lumières LED clignotaient en synchronisation, comme le battement de cœur de la machinerie numérique. En quelques minutes, l'équipe d'enquête a confirmé ce que le dossier de renseignement avait averti. Des données personnelles et biométriques de plus de 2 millions de citoyens burkinabés. Des connexions cryptées actives vers des serveurs à Tel Aviv. Du matériel spécialisé capable de contourner les pare-feux nationaux et d'intercepter les communications gouvernementales sécurisées. Au 4e étage, des techniciens ont été trouvés dans une petite pièce sans fenêtre, chacun à un poste de travail affichant le suivi en temps réel des individus à travers le Burkina Faso. Les opérateurs se sont figés lorsque les soldats en sont entrés. Des ordinateurs portables ont été saisis en pleine session, les écrans montrant encore les mouvements de citoyens qui ne se doutaient de rien. Le raid a été terminé en un peu plus d'une demi-heure. Dehors, la ville ne s'en était pas aperçue. Mais des opérations identiques se déroulaient en parallèle à travers Ouagadougou. Un bureau d'aide humanitaire dans le quartier central des affaires dissimulait un étage entier dédié à l'interception de voix et à l'analyse de signaux. Un incubateur technologique près de l'université servait de plaque tournante pour l'agrégation de données, récoltant des informations à partir d'applications mobiles compromises. Même un entrepôt anonyme dans une zone industrielle contenait des drones de surveillance et des capteurs de réseau portables conçus pour des déploiements secrets. Chaque emplacement a révélé le même schéma. Une couverture civile, une technologie de qualité militaire, des liens de commandement étrangers. À 8h30, 9 sites étaient déjà sous contrôle militaire. La deuxième phase de l'opération Clear Sight s'est concentrée sur la mobilité, frappant des sites où les actifs de renseignement pouvaient être déplacés ou détruits rapidement. Il s'agissait de cibles plus petites, mais d'une importance stratégique vitale. Dans un quartier de l'Ouest, des soldats ont fait irruption dans un centre de partenariat technologique régional de 2 étages, une installation au nom inoffensif qui dissimulait une salle de liaison satellite. De grandes antennes paraboliques sur le toit, camouflées sous des housses de maintenance, pouvaient transmettre des gigaoctets de données de surveillance compressées directement à des serveurs en Europe et au Moyen-Orient, sans passer par les réseaux surveillés du Burkina Faso. Les clés de cryptage de la liaison montante, toujours actives à l'écran, ont été capturées avant de pouvoir être effacées. Une autre équipe a pris d'assaut un bureau modeste étiqueté comme une ONG de développement agricole. Sur le papier, elle collectait des données sur les sols et des statistiques sur les cultures. En réalité, elle abritait une archive climatisée de plus de 400 disques durs, chacun étiqueté avec une année et une ville africaine. Les disques contenant sont des dossiers, affiliations politiques, transactions commerciales, vulnérabilités personnelles, sur des milliers de personnalités influentes à travers la région. À 10h du matin, les 17 sites avaient été neutralisés. L'opération avait été exécutée sans perturbation publique, sans une seule fuite. Mais il était impossible de garder la mission secrète plus longtemps. L'ampleur des preuves exigeait une prise de position publique. À midi, le président du Burkina Faso s'est adressé à la nation à la télévision en direct, entouré de commandants militaires et d'officiers du renseignement. Sa voix était ferme et délibérée. « L'Afrique n'est plus votre laboratoire. Nous ne sommes plus vos sujets de test, et nous ne sommes plus votre angle mort. » Le message n'était pas seulement pour les citoyens du Burkina Faso, mais aussi pour les gouvernements étrangers qui regardaient maintenant leurs opérations se défaire en temps réel. Le discours a déclenché une vague immédiate de communication cryptée à travers le continent. Au Mali, le gouvernement a confirmé l'existence de nœuds de surveillance similaires à Bamako et a agi pour les fermer. Le Conseil militaire de Guinée a admis qu'il suivait des activités suspectes depuis des mois, mais qu'il manquait de précédents pour une action décisive, jusqu'à présent. Au coucher du soleil, les répercussions de l'opération Clear Sight se propageaient bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce qui avait commencé comme un balayage de sécurité nationale était devenu le premier chapitre d'un mouvement continental vers la reconquête de la souveraineté numérique de l'Afrique.
et la réponse internationale, à la fois hostile et favorable, était sur le point de s'intensifier. L'effet d'entraînement de l'opération Clearsight a été presque instantané. Dans les heures qui ont suivi l'annonce télévisée, des messages cryptés et des appels téléphoniques urgents ont traversé les capitales d'Afrique de l'Ouest. Au Mali, le chef de la sécurité du président a signalé la découverte d'installations de surveillance presque identiques à Bamako. La révélation a été accueillie par des ordres rapides. Les fermer immédiatement. Pas de négociation, pas de retrait discret, la directive reflétait la position intransigeante du Burkina Faso. Les dirigeants militaires de Guinée, qui soupçonnaient tant depuis longtemps les partenariats de développement d'être des couvertures de renseignement, avaient maintenant à la fois le précédent et la couverture politique pour agir. Dans les 48 heures, ils ont initié une fouille des installations suspectes, citant publiquement les preuves du Burkina Faso comme justification. À la fin de la semaine, 3 nations d'Afrique de l'Ouest avaient gelé les importations de technologies militaires et de télécommunications israéliennes en attendant des audits de sécurité complets. 4 autres ont lancé des examens d'urgence de tous les projets d'infrastructures soutenus par l'étranger, avec une attention particulière pour ceux impliquant la gestion de données et les communications. En coulisses, l'Union africaine a convoqué une session privée de haut niveau, la première de son histoire à se concentrer entièrement sur la souveraineté numérique. L'ambiance a été décrite par un délégué comme un mélange d'indignation et d'opportunité. Indignation face à la profondeur de la pénétration de la surveillance étrangère dans les systèmes africains. Opportunité de construire un front uni capable de s'en défendre. Les mouvements de la société civile se sont également mobilisés avec une rapidité inattendue. Dans les grandes villes du Burkina Faso, des étudiants ont organisé des sessions d'enseignement sur le colonialisme numérique. Des organisations de base ont commencé à distribuer des guides sur la manière de sécuriser les appareils personnels et les communications. Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme Africa Not For Sale, l'Afrique n'est pas à vendre, et Digital Sovereignty, souveraineté numérique, ont été en vogue pendant des jours. L'atmosphère dans la région a changé. Ce qui était des préoccupations chuchotées concernant le dépassement étranger est devenu une conversation publique et continentale. Le coût politique de l'ignorer augmentait d'heure en heure. Alors que les dirigeants africains se mobilisaient pour se coordonner, la réaction internationale s'est divisée nettement selon des lignes familières. De Tel Aviv, le gouvernement israélien a émis un démenti formel de l'espionnage, insistant sur le fait que toutes ces entreprises en Afrique opéraient dans le respect des normes internationales. Pourtant, dans les 48 heures, le Premier ministre Benjamin Netanyahou lui-même a demandé un appel privé avec les dirigeants du Burkina Faso. Dans un langage diplomatique, il a présenté la situation comme un malentendu. La réponse a été directe. Le seul malentendu était de penser que nous ne remarquerions rien. Les médias occidentaux sont rapidement entrés dans la mêlée. De grands journaux européens ont publié des articles d'opinion accusant le Burkina Faso d'un excès de pouvoir autoritaire et de déstabiliser la région. Pourtant, ces mêmes publications n'avaient jamais remis en question publiquement la légalité des réseaux de renseignement étrangers opérant dans les pays africains. En privé, des responsables du renseignement américain ont reconnu que l'opération avait attiré l'attention de Washington. Selon des sources diplomatiques, certaines agences américaines ont commencé à réévaluer leurs propres pratiques en Afrique, non par une soudaine préoccupation morale, mais pour éviter d'être exposées par un mouvement régional grandissant. Pendant ce temps, dans les capitales africaines, la perspective était entièrement différente. Les radiodiffuseurs d'État ont décrit les raids comme un jalon dans la reconquête de la souveraineté. Les médias indépendants ont mis en évidence la coopération transfrontalière qui prenait forme. Le signe de changement le plus révélateur est peut-être venu des habitudes médiatiques du public. Les jeunes Africains ont contourné complètement les médias d'information étrangers, partageant des extraits vidéo des raids et des discours via des applications de messagerie cryptée et des chaînes de nouvelles régionales. Le contrôle narratif dont jouissaient autrefois les puissances extérieures était en train de s'échapper. À la fin de la semaine, l'opération Clearsight n'était plus considérée comme le coup de force d'une seule nation. Elle était devenue un catalyseur. L'idée que l'Afrique pouvait dicter les termes de son propre avenir numérique n'était plus théorique. C'était en train de se produire. Et pour ceux qui étaient investis dans l'ancien ordre, c'était profondément déstabilisant. Mais l'étape la plus importante était encore à venir. La création d'un cadre qui transformerait un moment de défi en une défense permanente. Dans les semaines qui ont suivi l'opération Clearsight, les dirigeants du Burkina Faso ont reconnu une vérité simple. Démanteler un réseau n'était que la première étape.
Sans une stratégie à long terme, les opérations de renseignement étrangères se regrouperaient, s'adapteraient et reviendraient en sous de nouveaux déguisements. La solution devait être structurelle, un cadre qui rendrait une telle infiltration presque impossible à l'avenir. C'est ainsi qu'est né le cadre de souveraineté numérique continentale, un ensemble de principes élaborés en coopération avec les dirigeants de 6 nations d'Afrique de l'Ouest. Des réunions de rédaction ont eu lieu à huis clos à Ouagadougou, Bamako et Conakry. Les délégués sont arrivés avec de épais dossiers de leurs propres rapports de renseignement, certains datant de plusieurs années, détaillant chacun des violations similaires dans leurs systèmes nationaux. Les principes fondamentaux qui en sont ressortis étaient audacieux et sans compromis. Transparence totale pour les investissements étrangers dans les infrastructures de données. Toute entreprise étrangère cherchant à opérer dans les services de télécommunications ou de données africains devrait divulguer obligatoirement tous les matériels, logiciels et protocoles opérationnels. Tolérance zéro pour les activités de renseignement non déclarées. Toute opération découverte ayant une fonction militaire ou de renseignement secrète serait immédiatement arrêtée et tous les actifs seraient saisis. Coopération continentale en matière de surveillance des menaces. Les nations africaines partageraient des renseignements en temps réel pour suivre les activités suspectes, empêchant un pays de devenir un maillon faible. Les données africaines restent en Afrique, aucune donnée personnelle, gouvernementale ou liée aux ressources ne pourrait quitter le continent sans une approbation explicite et au cas par cas des autorités africaines. Pour les nations participantes, ce n'était pas seulement un document juridique, c'était une déclaration d'indépendance à l'ère numérique. Il a redéfini le continent non pas comme un destinataire passif de l'aide technologique, mais comme un partenaire égal qui fixe les termes de l'engagement. Les gouvernements occidentaux et les lobbies d'entreprises ont immédiatement fait marche arrière. À Bruxelles, Paris et Washington, des documents politiques ont averti que l'Afrique ne pourrait pas survivre sans la technologie israélienne et occidentale. Des éditoriaux ont prédit que l'application de telles règles isolerait le continent des marchés mondiaux. La réalité a raconté une histoire différente. Dans les 3 semaines suivant l'adoption provisoire du cadre, le Burkina Faso et ses alliés ont reçu des offres de partenariat formelles de la Chine, de la Russie, de l'Inde et même de quelques entreprises européennes désireuses de respecter les normes de transparence. Certaines de ces entreprises considéraient la conformité non pas comme un fardeau, mais comme un avantage marketing dans un monde de plus en plus préoccupé par la vie privée et la souveraineté. Le gouvernement israélien a qualifié le cadre de peu pratique et économiquement autodestructeur, mais la réaction du marché a miné cette affirmation. Les entreprises réticentes à respecter les nouvelles normes ont commencé à perdre des contrats et l'accès à des projets lucratifs. Celles qui se sont adaptées ont gagné en confiance et ont pris de nouvelles positions sur de multiples marchés africains. Le cadre a également suscité l'intérêt bien au-delà de l'Afrique. Dans des conversations diplomatiques privées, des responsables d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine ont exprimé leur curiosité quant à l'adaptation de mesures similaires. Les diplomates africains ont compris les implications. Si un continent pouvait faire respecter la souveraineté numérique, d'autres pourraient en suivre, remodelant ainsi l'équilibre du pouvoir technologique mondial. En officialisant ces règles, l'Afrique ne réagissait plus aux incursions étrangères. Elle fixait des termes proactifs. Pour le Burkina Faso, c'était la véritable victoire de l'opération Clearsight, transformer les raids d'une seule matinée en un changement permanent dans la relation du continent avec le monde extérieur. Et pourtant, un rebondissement inattendu allait bientôt changer encore plus la donne. 2 mois après que le cadre de souveraineté numérique continentale a commencé à circuler parmi les États africains alliés, un événement s'est produit que ni les amis ni les ennemis n'avaient anticipé. Une cache de documents classifiés, provenant non pas des services de renseignement africains, mais d'un entrepreneur désabusé au sein d'un géant européen des télécommunications, a été divulguée à un réseau d'enquête indépendant. Ces fichiers contenaient pas la preuve que le réseau d'espionnage lié à Israël que le Burkina Faso avait démantelé n'était qu'une branche d'une alliance de collecte de données multinationale beaucoup plus vaste. Les partenaires nommés dans les documents comprenaient des agences de renseignement de France, du Royaume-Uni et, de manière plus explosive, des États-Unis. La fuite a détaillé comment ces agences avaient divisé l'Afrique en zones d'intérêt, chacune surveillée par une combinaison de projets d'infrastructures manifestes et de nœuds de surveillance secrets. Les données collectées à partir des câbles interceptés du Burkina Faso, par exemple, avaient été acheminées par des points de relais en Europe avant d'être partagées avec des partenaires d'entreprises soumissionnant pour des droits miniers.
Pour les dirigeants du Burkina Faso, les documents étaient à la fois une justification et une escalade. L'opération Clearsight avait frappé un membre de l'appareil, mais maintenant, l'ensemble du système était visible. Les preuves ont confirmé ce que de nombreux dirigeants africains avaient soupçonné, mais n'avaient jamais pu prouver. L'espace numérique de l'Afrique avait été traité comme une ressource partagée pour les puissances étrangères, échangée et exploitée sans consentement. Plutôt que de garder la fuite secrète, le Burkina Faso a pris un risque calculé. En coordination avec ses alliés d'Afrique de l'Ouest, il a autorisé une conférence de presse continentale. Des représentants de plusieurs nations se sont tenus ensemble sur scène, brandissant des versions éditées des documents divulgués et se sont adressés à la presse internationale. Ce n'est pas de la spéculation. Ce n'est pas une rumeur, ce sont vos fichiers, vos systèmes, vos opérations, documentés dans vos propres mots. L'ère de la prise de données africaine, sans consentement africain, est révolue. Cette initiative a électrisé le public africain et a pris les gouvernements étrangers au dépourvu. Pour la première fois, la conversation ne portait plus sur le fait de savoir si l'Afrique était surveillée, mais sur le prix que les puissances étrangères étaient prêtes à payer, politiquement et économiquement, pour maintenir cet accès. Les marchés ont réagi en quelques heures. Les entreprises liées à des opérations de données opaques ont vu leurs contrats africains suspendus. De nouvelles offres d'investissement ont afflué de la part d'entreprises désireuses de se repositionner comme conformes à la souveraineté. Même certaines entreprises occidentales se sont distancées de leur propre gouvernement, s'engageant à opérer selon les nouvelles règles de l'Afrique pour protéger leur position sur le marché. Le rebondissement était clair. Ce qui avait commencé comme une opération défensive au Burkina Faso avait évolué en une position offensive pour le continent. L'Afrique ne se contentait plus de résister à la surveillance, elle dictait les termes de l'économie mondiale des données. L'acte final de cette histoire ne serait pas mesuré en raids ou en discours, mais dans la réécriture de l'avenir de l'Afrique. 6 mois après l'opération Clearsight, le paysage de l'infrastructure numérique du Burkina Faso s'était transformé. Les réseaux autrefois contrôlés depuis des capitales étrangères fonctionnaient désormais sous des systèmes transparents et gouvernés localement. Les vitesses d'Internet s'étaient améliorées, les coûts avaient rebaissé et surtout, le public savait que ces informations privées n'étaient plus une monnaie d'échange dans l'accord de quelqu'un d'autre. À travers l'Afrique, l'exemple avait pris racine. Des nations du Maroc à l'Afrique du Sud ont adopté des variations du cadre de souveraineté numérique continentale, prouvant que la protection des données ne signifiait pas l'isolement du progrès. Cela signifiait le définir selon les termes africains. Le message a résonné bien au-delà de la technologie. Il s'agissait de dignité, d'indépendance et du droit d'un continent de tracer son propre chemin sans chaînes invisibles. Les puissances étrangères, autrefois confiantes dans le silence de l'Afrique, devaient maintenant décider si elles pouvaient respecter les normes de l'Afrique ou perdre l'accès complètement. Debout devant une foule à Ouagadougou, le président du Burkina Faso a résumé la situation. « Nous n'avons pas demandé la liberté, nous nous sommes levés et nous l'avons prise. Si le courage de dirigeants comme Ibrahim Traoré vous interpelle, partagez cette histoire. Et si vous croyez que la vérité compte plus que les gros titres, soutenez l'Afrique alors qu'elle écrit le prochain chapitre de sa destinée. »